monde voudrait être Paris. Quasiment toutes les villes du monde voudraient être Paris. Berlin a adopté un parti diamétralement opposé à Paris, et puis alors autrement plus moderne. L'une des plus anciennes capitales du continent européen et l'une des plus récentes. Paris et Berlin se sont affrontées. Elles se sont réconciliées, se sont influencées et ont écrit ensemble une histoire tumultueuse. Cette compétition a changé le visage des deux capitales et a contribué à construire les deux villes d'aujourd'hui. Voici comment, en 4 siècles, Paris et Berlin ont grandi face à face. L'idée c'était, cette ville est un Eldorado, tu peux te forger une carrière là-bas. Haussmann, c'est le chirurgien fou. C'est un réseau, Haussmann, c'est pas des immeubles autour des rues, c'est tout un système très très intelligent, très puissant, très pensé. Berlin, en 1940, c'est la ville la plus dense dans le monde. Un de mes amis m'a dit, à Berlin, on peut encore construire le futur, alors qu'à Paris, tout est déjà construit. En 1650, la population de Paris dépasse les 350 000 habitants. C'est la plus grande ville d'Europe et l'une des plus grandes villes du monde. En comparaison, Berlin n'est presque rien, avec seulement 15 000 habitants. Et puis leur vocation est opposée. Paris regarde naturellement vers l'Atlantique et Berlin est perdu au cœur de l'Europe centrale. Par rapport au royaume de France, qui est le royaume le plus puissant d'Europe et avec un rayonnement très grand, c'est aussi le moment de l'apogée de la culture française. C'est le siècle d'or de Versailles, ce que plus tard Voltaire a appelé le siècle de Louis XIV, le grand siècle. La Prusse ne compte pas. D'ailleurs, on ne dit même pas la Prusse à ce moment-là. On dit l'électorat du Brandebourg. Au XVIIe siècle, les frontières de la France, l'un des plus anciens royaumes du continent, sont déjà en grande partie fixées, tandis que le territoire du Brandebourg est fragmenté en 5 parties distinctes. Et puis, ce que nous appelons aujourd'hui Berlin n'est que l'assemblage de 2 villages. Cölln, installé entre les 2 bras de la Spree, et Berlin, sur la rive droite. 2 villages farouchement indépendants, jusqu'au jour où un prince, qui construit ici son château, les force à se réunir. Donc les habitants de Köln, c'est les pêcheurs, les habitants de Berlin, c'est les commerçants. On a Spandau, on a Köpenick, on a des villages qui s'organisent tout autour de Berlin et qui se développent de manière assez indépendante par rapport à Berlin. Donc c'est une ville archipel, une ville polycentrique, contrairement à Paris qui est une ville absolument radioconcentrique. Le prince de Berlin s'appelle Frédéric Guillaume Ier. Il n'est pas roi, car le Brandebourg fait partie du Saint-Empire romain germanique et n'est donc pas un royaume indépendant. Frédéric Guillaume participe cependant à l'élection qui désigne à chaque succession l'empereur de Vienne. D'où son surnom, le grand électeur. Sa petite capitale, Berlin, a terriblement souffert lors de la guerre de 30 ans. Elle a perdu les 2 tiers de ses habitants. Depuis, Frédéric Guillaume fait tout son possible pour que sa population augmente à nouveau. Et contre toute attente, Louis XIV va lui offrir la chance d'y parvenir. Le roi de France s'en prend en effet aux protestants de son royaume, les Huguenots.
le 16 octobre 1685, par l'édit de Fontainebleau, il leur donne le choix entre la conversion et l'exil. Les protestants qui quittaient la France, c'était en quelque sorte une minorité intéressante à gagner, puisque bon nombre de ces protestants venaient des villes, venaient donc avec du savoir-faire, avec du capital. Une minorité parmi eux était de la noblesse, avait appartenu à l'armée, d'autres étaient des artisans. Environ 200 000 huguenots quittent la France et s'installent naturellement dans les pays voisins, à majorité protestante. Certains d'entre eux, cependant, s'aventurent plus loin, jusqu'à Berlin, dans ce qui est encore, à leurs yeux, une région très sous-développée. 3 semaines après l'édit de Fontainebleau, le grand électeur du Brandebourg a en effet saisi l'occasion. Avec l'édit de Potsdam, il offre aux Huguenots des privilèges suffisamment attractifs pour qu'ils fassent le chemin jusqu'à lui. Exemption d'impôts pendant très longtemps, on leur promet qu'ils auront une très large autonomie culturelle et religieuse en même temps, qu'ils pourront avoir leurs propres écoles, que leurs pasteurs seront payés par le grand électeur. Bref, on leur fait quasiment un pont d'or. Les Huguenots sont calvinistes et les habitants de Berlin majoritairement luthériens. Il y aura donc 2 églises jumelles de part et d'autre de la nouvelle Gendarmenmarkt, la place des gendarmes. Un mot français comme beaucoup d'autres qui viennent alors enrichir la langue allemande. Derrière cela se cache l'idée qu'un pays, pour avoir du succès au niveau économique et militaire, doit avoir beaucoup de sujets. Et c'est exactement ce qu'a fait le grand électeur. Quand la France n'a plus toléré les Huguenots, il leur a dit « Venez à Berlin, venez en Prusse, et aidez-nous à faire avancer notre économie ». Surtout le secteur textile, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. L'arrivée de 7000 Huguenots dans une ville de 15 000 habitants est aussi l'occasion du premier véritable développement de Berlin. C'est la naissance du quartier de Dorotheenstadt, du nom de l'épouse du grand électeur. Son mari lui offre des terrains qu'elle s'empresse de lotir et sur lesquels s'installent des familles de Huguenots. Quiconque y construira sera exempté de taxes pendant plusieurs années. Au centre de Dorotheenstadt se trouve un ancien chemin que le prince empruntait pour aller à la chasse. Dorothée y fait planter une allée de tilleuls. Ce sera Unter den Linden, une avenue promise à un grand avenir. De l'autre côté de l'Europe, alors que Berlin en est à son commencement, Paris et Versailles ont déjà des préoccupations de grande puissance. Le célèbre plafond de la Galerie des Glaces raconte ainsi les guerres menées par Louis XIV, en particulier en direction de la puissance concurrente, le Saint-Empire romain germanique, auquel appartient le Brandebourg. La priorité, c'est essentiellement de repousser les frontières du royaume vers le nord et vers l'est, pour faire en sorte que la capitale, Paris et Versailles, ne soient pas à portée immédiate des troupes adversaires et en particulier des troupes de l'empereur. Le roi de France multiplie les conquêtes, grignotant des territoires situés à l'est de sa frontière. C'est ce qu'on appelle la politique de réunion,
avec en particulier l'annexion de la Franche-Comté et d'une grande partie de l'Alsace. Une stratégie qui découle d'une nouvelle conception du territoire. Conception inspirée des découvertes réalisées au sein de l'Observatoire royal. C'est ici qu'est fondé le méridien de Paris, qui servira de référence jusqu'à l'avènement du méridien de Greenwich, en Angleterre. Et c'est également ici, sous la direction du savant italien Domenico Cassini, que sont réalisées les premières mesures du Royaume de France. Il est désormais possible de situer, avec une certaine précision, ses limites géographiques. La défense du pays sera donc assurée à ses frontières et non plus aux portes de la capitale. Et cela va changer le visage de Paris. Donc une ville fermée, comme toutes les villes occidentales, hein, c'est des villes qui sont corsetées de murailles. Et c'est une ville qui présente la particularité déjà, c'est une chose qu'on n'a pas vraiment perdue historiquement, d'être une ville très dense, très peuplée, et où on a déjà cette impression de se bousculer. Depuis le début du Moyen-Âge, Paris a grandi par cercles concentriques, et la construction de murailles a toujours accompagné son développement. Cette logique, Louis XIV décide de l'abandonner. Il y a cette décision de Louis XIV jetée à la face de l'Europe. Au fond, ma capitale, je la désarme. Ce qui est évidemment, sur le plan, on va dire, de la psychanalyse politique, une superbe déclaration pour dire je suis tellement fort que de toute façon, ces fortifications ne servent à rien et je vais vous montrer que ma puissance, elle est ailleurs, elle est dans mes armées. Il ne faut pas oublier que si Paris est la ville la plus peuplée d'Europe, la France est le pays le plus peuplé d'Europe. Donc la puissance française, elle est beaucoup fondée sur la démographie. 20 millions d'habitants. Paris est désormais une ville ouverte. Et c'est une première en Europe. En lieu et place de l'enceinte défensive est aménagée une promenade plantée, le Cours Royal, qui donne à la ville médiévale un air de modernité. On parlera aussi de boulevard, terme militaire qui désigne le chemin par lequel on déplace les pièces d'artillerie le long des remparts. C'est la naissance de nos grands boulevards d'aujourd'hui. Premières larges avenues qui feront bientôt la réputation de Paris dans l'Europe entière. Il ne faut pas se tromper, c'est pas une ouverture totale. C'est pas comme aujourd'hui, on entre, on sort dans la ville sans s'en apercevoir. Il y a quand même une limite qui est tracée, et puis les portes qui vont rythmer, évidemment, les grands accès. Aujourd'hui, elles sont comme des espèces de joujoux posés au milieu de la chaussée. On les traverse en voiture, en moto, en vélo. Enfin, il y a une espèce de fluidité et on ne comprend pas très bien. Alors, quand on regarde les gravures du XVIIe siècle, on voit très bien qu'elles sont flanquées de petits postes de garde, qu'il y a quand même un système de portes qu'on ouvre et qu'on ferme. Il y a un point de passage qui est marqué. 2 portes ont été préservées sur les 4 construites à cette époque. La porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin. Au-delà de chacune d'entre elles, le nombre de constructions était strictement limité, afin de restreindre la croissance de la population. Est-ce que ça permet à la ville d'un seul coup de s'étendre? Pas du tout, parce que donc, la décision de supprimer les fortifications est prise en 1670, et dès 1674, on met en place un bornage, avec une interdiction de construire au-delà d'une certaine zone. Parce que justement, ce qu'on craint, c'est le développement anarchique des faubourgs. Il y a beaucoup de monde à Paris, évidemment. Pour un État, pour un gouvernement, avoir la ville la plus peuplée du monde occidental, ça veut dire un gros problème de sécurité. Et il faut que les gens mangent. S'ils ne mangent pas, ils descendent dans la rue. S'ils descendent dans la rue, ils cassent tout. Donc il y a un vrai enjeu de police. Et donc la monarchie tient un discours très hostile à l'extension de Paris.
Tout le contraire de Berlin, qui cherche alors à accélérer son expansion. La petite ville ambitionne même de devenir la capitale d'un véritable royaume. Un changement considérable qui va nécessiter une détermination à toute épreuve. Un nouveau souverain est prêt à tous les sacrifices pour y parvenir. Frédéric III, qui a succédé au grand électeur en 1688, va franchir cette nouvelle étape. Frédéric III veut en quelque sorte tirer les bénéfices de la politique de puissance qui avait été menée par son père. Comment tirer les bénéfices? En acquérant ce qui était l'ambition de tous les souverains de moyenne dimension en Europe à ce moment-là, une couronne royale. Et les circonstances vont servir Frédéric III. Il va en effet prêter un soutien militaire à celui qui seul peut lui accorder le droit d'être couronné. Il s'agit de l'empereur Léopold Ier, qui est alors en guerre contre les Ottomans. Et en contrepartie de cette aide que le lecteur a offerte à l'empereur, l'empereur lui permet de se faire proclamer ou de s'autoproclamer roi dans les possessions qui appartiennent à l'électeur de Brandebourg et qui sont en dehors des frontières du Saint-Empire. La quasi-totalité du territoire du Brandebourg se trouve en effet à l'intérieur des frontières de l'Empire, à l'exception de la Prusse. On a fait comme si on maintenait les apparences, mais en réalité, il est roi en Prusse, et très vite, on passe de roi en Prusse à roi de Prusse. En 1701, une fois couronné, Frédéric III devient le roi Frédéric Ier. Il a changé le destin de son pays. Frédéric Ier devient roi. Il se couronne lui-même. Et Berlin, jusqu'à présent la capitale d'un grand électorat, doit devenir la capitale d'un royaume. Et pour faire de Berlin la capitale d'un royaume, Frédéric Ier se tourne naturellement vers Louis XIV et le palais du Louvre, dont la façade monumentale vient d'être terminée. Pourtant, ce n'est pas celle-ci qui retient son attention, mais un projet qui aurait pu être construit à sa place. Un projet dessiné par le Bernin, l'architecte de Saint-Pierre de Rome, que Louis XIV avait consulté et qui n'a finalement pas été réalisé. Une esquisse qui a néanmoins servi de référence pour certains des plus grands monuments de son époque. Le bâtiment qu'il a proposé est tellement fort, tellement puissant dans l'espace, que les Français ont été, sans s'en rendre compte, profondément marqués par ce projet. Par exemple, si vous regardez la façade de Versailles sur le jardin, qui a été construite 3 ans après le départ de Berlin, en 1668, au fond, à part le détail décoratif, vous avez cet effet de masse cubique sans toiture qui regarde vers le jardin. Et le modèle de Berlin, c'est le modèle du Grand Palais européen. Le château de Berlin, le bâtiment le plus emblématique de l'histoire de la ville, est donc profondément marqué par l'empreinte de Paris. Ce sera le cœur de la capitale, qui prend une nouvelle dimension avec son statut royal. Un nouveau quartier sort de terre, Friedrichstadt, la ville de Frédéric Ier. Enfin, le nouveau roi complète la panoplie du souverain européen en se faisant construire son château à la campagne, sur son domaine de Lietzenburg. Les livres de comptes du royaume chiffrent à 2 millions de thalers les investissements nécessaires, un montant considérable. Mais c'est le prix à payer pour que Frédéric Ier mette le petit électorat du Brandebourg sur le chemin du grand royaume prussien. Et peut-être aussi pour qu'il prenne enfin sa revanche sur son handicap physique,
une petite taille et une jambe plus courte que l'autre, qu'il avait toujours fait passer auprès des autres souverains pour un personnage ridicule et sans aucune envergure. Il était handicapé. Les Berlinois l'appelaient Fred qui penche. Les Berlinois ont tendance à trouver, avec leur franc-parler, des qualificatifs cruels comme celui-ci. Mais ce Fred qui penche correspond bien à la réalité. Alors si on regarde de plus près, tout cela est donc peut-être une compensation. L'épouse de Frédéric Ier s'appelle Sophie Charlotte, une femme hors du commun, surnommée la reine philosophe. Elle disparaît à l'âge de 36 ans. Et pour lui rendre hommage, le roi rebaptise le château et le petit village qui s'est développé à ses côtés. Le lieu s'appelait jusqu'ici Lietzenburg. Ce sera désormais Charlottenburg, commune qui deviendra plus tard la plus riche d'Allemagne. Enfin, il y a la statue équestre, autre attribut du souverain européen. Frédéric ne se fait pas représenter lui-même sur sa monture, mais préfère y placer son père. Il installe la statue sur un pont, au cœur de Berlin, à la manière de la statue d'Henri IV, positionnée sur le pont Neuf, au cœur de Paris. Ici encore, la capitale française est la grande référence. Car à cette époque, tout y est plus grand et plus impressionnant. D'autant que depuis que le roi s'est installé à Versailles, il n'a de cesse de se rappeler à l'esprit des Parisiens. Sa place dans sa capitale est ainsi plus spectaculaire que tout ce qui s'est fait jusqu'ici. Il est très frappant que l'absence du roi en chair et en os va accélérer la représentation du roi à Paris. Donc c'est une situation un peu curieuse où le roi ne réside plus dans sa capitale, parce que le statut de capitale de Paris n'est pas du tout remis en question. Donc comment le faire réapparaître en quelque sorte ? Or, il se trouve que Paris, à cette époque, souffre de surdensité et manque cruellement de respiration. Beaucoup de maisons accolées les unes contre les autres, pas forcément de la grande architecture, et au milieu de cette densité, il y a comme ça des grands monuments qui surgissent un peu d'un seul coup. C'est très typique notamment dans l'île de la Cité, où il faut vraiment s'approcher par une multitude de petites rues jusqu'au pied de Notre-Dame pour découvrir d'un seul coup la cathédrale. Il n'y a pas de vue de loin. Le souci du roi, qui souhaite affirmer sa présence dans Paris, va aider à ouvrir des espaces dans cette ville qui en a tant besoin. Ses prédécesseurs lui ont d'ailleurs donné l'exemple. La statue d'Henri IV, son grand-père, est positionnée sur le seul pont qui ne soit pas alors encombré d'habitations. Quant à la statue de son père, Louis XIII, elle se trouve au cœur de la première place royale, située en bordure du quartier du Marais. La statue d'Henri IV, elle est placée sur le pont Neuf, dans un espace extraordinairement médiatique, puisque c'est le lieu de passage le plus important de Paris. Il faut toujours se souvenir, selon le vieil adage romain, le portrait de César, c'est César. Donc la statue du roi, c'est pas seulement une effigie de bronze ou de marbre, elle dégage une partie de la potestas, de la majestas royale. Par exemple, attenter à la statue du roi, mettre un écriteau ou un graffiti irrévérencieux, injurieux, c'est gravissime. Pour Louis XIII, on a choisi un bel espace qui était la place royale, donc on nous appelle la place des Vosges aujourd'hui, un espace tellement grand que la statue est un peu perdue. Alors aujourd'hui, elle est même cachée par des arbres. Donc ce sont des places royales au sens où on a mis des statues dans des espaces, un espace ouvert sur le pont Neuf, un espace fermé, place royale, mais ce n'est pas la même chose que ce que va faire Louis XIV.
dans le système Louis XIVien, il y a une pensée beaucoup plus forte, qui est que la statue et l'espace sont conçus en même temps par la même personne. C'est d'abord la place des Victoires, dont les travaux sont lancés en 1685. Et puis la place Louis-le-Grand, aujourd'hui place Vendôme, réalisée 15 ans plus tard. Toutes les deux organisent autour d'elles un quartier entier et mettent en œuvre un concept radicalement nouveau. On tire un rideau de façade autour de la statue. Et il y a à la fois un travail sur la forme de cet espace, sur sa cohérence, et un travail sur le rapport de hauteur entre la statue sur son piédestal et les façades qui vont entourer cette statue. Donc c'est très fort. La statue du roi est d'abord placée au cœur d'un espace vide. Et les immeubles sont réalisés dans un deuxième temps. Sur la place des Victoires, la statue originale a été fondue à la Révolution. La représentation actuelle de Louis XIV date de 1828, la période de la Restauration. Seules les statues des Nations soumises, autrefois placées au pied du roi, ont été préservées. Chacun de ces personnages incarne un adversaire vaincu par Louis XIV. La Hollande, l'Espagne, l'Empire, mais également le Brandebourg. On va installer autour de la statue 4 fanaux, qui sont des groupes de colonnes qui portent des lanternes, qui brûlent jour et nuit, comme des énormes chandeliers avec des bougies. Et ces 4 fanaux, la nuit, éclairent la statue qui brille, parce que comme elle est dorée, elle reflète la lumière. C'est l'idole païenne. Les protestants vont dire, mais regardez, non seulement cette arrogance, cette intolérance, mais il se fait portraiturer comme une idole. Le projet de la place Louis-le-Grand, future place Vendôme, est encore plus ambitieux. Une statue équestre de très grande taille, dans un immense espace, entourée d'administration royale. Mais faute d'argent, seules les façades sont finalement construites, pour être détruites 15 ans plus tard. L'espace est alors réduit. Des hôtels particuliers remplacent les administrations royales. Et les angles de la place sont rabattus pour créer davantage de surface. Un coup de génie qui va contribuer à rendre célèbre la place Vendôme dans l'Europe entière. « 1706, c'est bientôt la fin du règne de Louis XIV. Le roi est venu pour la dernière fois à Paris pour recevoir les clés du Dôme des Invalides, son dernier grand projet dans la capitale. Et ce grand projet est une énigme. C'est inutile pour la Maison des Invalides, c'est inutile pour Paris qui est déjà rempli d'églises, dont certaines sont encore et pour longtemps en chantier. Et c'est pourquoi Vauban va dire l'église des Invalides, c'est la 5e roue du chariot. D'ailleurs, les premières gravures des Invalides, c'est un bâtiment horizontal. Et puis un jour, il va y avoir cet accent vertical qui va monter à plus de 100 mètres de haut et qui va devenir l'édifice donc le plus haut de Paris. Les clés de l'énigme se trouvent à l'intérieur du dôme. Si les emblèmes royaux y sont si nombreux, c'est probablement parce que le bâtiment avait une vocation cachée. Il y a des historiens anglo-saxons qui ont imaginé dans les années 1960 que c'était en fait un programme de tombeau. Que Louis XIV avait voulu se faire enterrer aux Invalides, au milieu de ses soldats au fond. C'est vrai que c'est un édifice dont l'articulation intérieure fonctionne très bien, comme une chapelle pour des tombeaux, et d'ailleurs elle a une forme funéraire,
Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On a mis un tombeau, celui de Bonaparte. Mais les Invalides pourraient être également, à l'image des places royales, une manifestation symbolique de Louis XIV dans sa capitale. Les Invalides, c'est le portrait du roi dans Paris, lui qui n'est plus là. Il est parti, alors on va donner une dimension héroïque à sa figure par l'architecture. Pour moi, je pourrais proposer de lire ça comme une projection dans l'espace d'une immense figure de Louis XIV qui veille sur sa ville alors qu'il n'est plus là physiquement. Le dôme des Invalides est à l'origine de l'apparition d'un nouveau quartier. Un quartier de privilégiés, fait principalement d'hôtels particuliers. Pour la première fois, Paris s'étend loin de son cœur historique. Et alors, toutes les capitales européennes, évidemment, voient ça. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va réfléchir à faire un dôme à Berlin. Jean de Botz, architecte huguenot formé à Paris, est l'auteur de ce dôme très inspiré des Invalides. Le projet ne se fera pas, mais ce sera partie remise. 1713. 2 ans avant la mort de Louis XIV, Frédéric Guillaume Ier monte sur le trône du royaume de Prusse. C'est un homme austère, colérique, qui a une passion immodérée pour l'armée, d'où le surnom qu'on lui a donné de roi sergent. La seule chose qui le rendait heureux pratiquement, c'était de faire défiler ses soldats comme si c'était des soldats de plomb quasiment. Une de ses grandes passions, c'était de recruter à prix d'or des géants qui mesuraient quelquefois plus de 2 mètres, ce qu'on appelait les grands garçons, die großen Kerle, pour ses régiments de parade. Et il a apparemment tout sacrifié à son culte de l'armée. Il ne construit pas de casernes, mais il loue des maisons bourgeoises dans lesquelles il loge ses soldats pour 2 raisons et avec 2 effets. Premièrement, les soldats ont un endroit pour dormir et deuxièmement, la surveillance des bourgeois est assurée, puisque les soldats vivent avec eux dans la même maison. Le roi sergent, le fils de Frédéric Ier, n'a pas de grande ambition pour sa capitale. À vrai dire, son premier souci est de faire de grosses économies pour rétablir les comptes du royaume, que son père a sérieusement mis en danger. À la seule exception, bien sûr, des dépenses militaires. Or justement, le roi sergent souhaite offrir à son armée 3 nouveaux terrains d'entraînement. Il va les disposer en bordure immédiate de Berlin et leur donner des formes très caractéristiques. Ce sera d'abord la place ronde, en français dans le texte. Place ronde qui fait directement référence à la place des Victoires. Deuxième place, l'Octogone, toujours en français, qui prend pour modèle la place Louis-le-Grand. Et enfin, la place carrée, sur laquelle se trouve aujourd'hui la porte de Brandebourg. Sa forme correspond à la place royale de Louis XIII. L'armée de Frédéric Guillaume était essentiellement recrutée par la force, c'est-à-dire que les soldats étaient achetés ou capturés, et après on les empêchait de fuir. Ce qui explique qu'un mur soit alors édifié autour de Berlin. Un mur dont il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges. Quand on regarde les vestiges du mur, on voit que ce n'est pas un mur de forteresse médiévale, mais un mur par lequel on essaye tout simplement d'empêcher les gens de s'enfuir. Le roi sergent fait de la Prusse une véritable puissance militaire. « Mais il ne s'engage dans aucun conflit.
tout le contraire de son fils, le futur Frédéric le Grand. C'est un passionné de musique, de culture française et de philosophie, alors que son père préfère l'allemand et méprise les artistes et les intellectuels. Avec lui, Berlin va franchir une nouvelle étape. La langue de son cœur, c'était le français. Donc dans son château de Sans-Souci, par exemple, tout est en français. Sa bibliothèque contient des livres uniquement en français. Quand il était adolescent, dès l'âge de 12 ou 13 ans, dans une lettre qu'il avait écrite à une de ses sœurs, il signait déjà Frédéric le philosophe. Le roi Sergent était très inquiet de voir son successeur prendre un tel chemin. Donc, le roi Sergent a cherché par tous les moyens possibles à redresser la barre et il l'a mis dans une situation telle que le jeune Frédéric, à un moment, a été persuadé qu'il n'y avait plus d'autre solution que de fuir. Il a donc organisé une fuite vers l'Angleterre. Sa fuite a été éventée, les complices ont été condamnés à mort et un de ses complices a été décapité et on a obligé le jeune Frédéric à regarder depuis une fenêtre la décapitation de ce complice. C'est quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent pour la suite et on comprend très bien pourquoi Frédéric, devenu ensuite Frédéric II, n'a pas dit que du bien de son père. Alors, Frédéric II, comme son père, est un prince qui aime l'armée. Mais à la différence de son père, c'est un prince qui estime que l'armée, il faut s'en servir pour agrandir le royaume et en faire un royaume qui puisse compter et qui puisse devenir incontournable à l'échelle européenne et pas seulement à l'intérieur de l'Empire. Une des grandes innovations de Frédéric II, c'était de faire marcher ses troupes à toute vitesse pour surprendre l'adversaire et pour l'obliger en quelque sorte à livrer bataille sur un terrain que lui-même avait choisi. Sans même prendre le temps de déclarer la guerre, Frédéric affronte les grandes armées européennes, y compris la France de Louis XV. Il transforme la Prusse en un grand royaume cohérent. Le pays passe de 2 à 6 millions d'habitants et gagne en particulier la Silésie, un territoire très riche et très industrieux. Et puis Berlin change de visage, avec le Forum Fridericianum, une grande place sur laquelle Frédéric construit un opéra, une église catholique, une grande bibliothèque et un palais princier. Très exactement l'opposé de ce que réalise, à la même époque, Louis XV, pour lequel d'ailleurs Frédéric le Grand n'a pas beaucoup d'estime. À Paris, on crée une immense place vide, au centre de laquelle se trouve la statue du roi. La place Louis XV, future place de la Concorde. L'idée, c'était de très peu construire, pour profiter de l'espace, justement. Et plusieurs architectes dans les concours que Louis XV a laissé faire disent, attention, là, il y a les arbres des Champs-Élysées, la Seine, faut pas enfermer la statue. Donc la statue va être posée sur un espace gigantesque, à l'air libre. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit ? Les contemporains disent que, évidemment, la statue, on ne la voit pas. Donc, cette place qui est faite pour mettre en valeur la statue est un immense espace ouvert avec une toute petite statue au milieu. Et évidemment, l'effet est manqué. Et on ne peut pas ne pas rapprocher ça de l'effet manqué de la personnalité et de la popularité de Louis XV, qui, à la fin de son règne, est détesté et n'arrive plus à reprendre le leadership politique et va laisser un royaume très, très affaibli à son petit-fils Louis XVI. Et puis la place est aménagée aux lisières de Paris, à tel point que les contemporains disent que l'on a placé le roi à la campagne. Il faudra attendre une 50aine d'années pour que ce choix porte enfin ses fruits et que la place Louis XV devienne le cœur d'un nouveau développement de Paris.
À Berlin, au contraire, Frédéric le Grand a choisi d'aménager son forum au centre de la capitale. Mais surtout, il a délibérément écarté un attribut essentiel de la place royale à la française. C'est la place que Frédéric veut. On sait qu'il a même retouché le dessin de son architecte. Mais il n'y a pas de statue. Il n'y a pas de statue parce qu'au fond, c'est une forme de miroir qu'il envoie à Louis XV. Il dit que la grandeur n'a pas besoin de statue. Ce qui est très intéressant, c'est de penser que la statue de Frédéric II est arrivée au milieu de Unter den Linden, mais c'est une statue qui est arrivée au XIXe siècle. Et là, c'est une statue dans un mouvement historiciste d'illustration de la grandeur allemande par les rois du XIXe siècle, mais pas par Frédéric. Hein. C'est vraiment, en fait, l'inverse du système français. C'est un peu comme si Frédéric se moquait du pouvoir déclinant du royaume de France, comme celui des autres puissances européennes. C'est ainsi qu'il faut comprendre sa dernière grande réalisation sur son domaine de Potsdam, à une trentaine de kilomètres du centre de Berlin. Frédéric II n'a aucun besoin de se lancer dans la construction d'un nouveau palais. Il vit depuis toujours dans son petit château de Sans Souci, un bâtiment aux proportions modestes, dans lequel il reçoit ses amis et où Voltaire a fait plusieurs séjours. Pourtant, alors que l'on dit la Prusse ruinée par ses nombreuses campagnes militaires, Frédéric le Grand décide de montrer à tous que son pays peut encore étonner. Frédéric II veut montrer à l'Europe tout entière qu'il est devenu maintenant un roi, à l'égal du roi de France, ou à l'égal de l'empereur à Vienne, ou à l'égal du roi d'Angleterre. Et pour cela, il se fait construire un grand palais à Potsdam, le nouveau palais. Mais c'est en même temps une sorte de pied de nez qu'il fait à l'Europe coalisée, car ce palais, il est, pour reprendre le mot même de Frédéric II, une fanfaronnade. C'est-à-dire qu'il construit un palais pour bien montrer qu'il est un roi à l'égal des autres. Mais en même temps, il n'y croit pas. Donc ce château est tout au bout du parc de Potsdam, il débouche sur la campagne et il ne sert pratiquement à rien. Au moment où s'achève la construction du Neues Palais, à la veille de la Révolution française, la Prusse s'apprête à rentrer dans la tourmente. Une page de l'histoire européenne, celle de l'absolutisme royal, va bientôt être tournée. À la même époque, cependant, Louis XVI est sur le trône et bien décidé à changer profondément sa capitale. D'un seul coup, en 1784, Paris double de superficie. Non seulement on prend Paris et ses faubourgs, mais on prend largement dans la campagne. Et on dessine vraiment une nouvelle enceinte, qui n'est pas une enceinte militaire, mais qui est une enceinte fiscale. En pratique, c'est un mur de 3 mètres de haut et d'une longueur de 24 km. Le mur des fermiers généraux traverse des lieux emblématiques du Paris d'aujourd'hui, comme Belleville, Barbès, Pigalle, la place de l'Étoile, la place d'Enfer ou encore la place d'Italie. Les fermiers généraux, ce sont des personnes privées, on pourrait dire presque des grands banquiers, qui ont signé un contrat avec le roi. Et dans ce contrat, le roi leur dit « Je vous abandonne le soin de la perception des impôts sur telle ou telle partie de mon territoire. En échange, je veux que vous me garantissiez l'arrivée de telle somme à telle date. » Après, ce qui se passe de manière assez surprenante, c'est que les fermiers généraux rencontrent un architecte complètement à la fois génial et ingérable, qui est Claude-Nicolas Ledoux. Et Ledoux, c'est un architecte qui a une particularité, c'est qu'il transmute en quelque sorte systématiquement le programme que vous lui confiez.
C'est-à-dire que vous lui demandez une maison pour une cocotte, il va vous faire un temple de Terpsichore. Là, vous lui demandez des baraques pour les agents des impôts, puisqu'en gros c'est ça, et il va vous faire des propylées. Et donc il va créer comme ça une cinquantaine de maisons qui sont là pour abriter les agents des impôts, qui sont là également pour servir d'entrepôt pour les marchandises saisies, mais qui sont surtout là pour montrer les grandes entrées de la ville, d'où ce terme de propylée. On reprend ce thème antique de la porte monumentale. Ces portes sont donc associées au fameux mur fiscal, qui permet de taxer les marchandises à leur entrée dans Paris. Un mur impopulaire, quelquefois accusé d'être l'une des causes de la Révolution française. Il y a une formule merveilleuse, bien connue, le mur murant Paris rend Paris murmurant. Tout le monde est contre cette opération, parce qu'on sent qu'on va payer de l'argent, on va payer des taxes, donc ça ne va pas. Plus d'impôts. Et les fraudes sont évidemment dignes de romans policiers. On creuse des galeries sous des jardins, on ressort dans des maisons, dans les faubourgs. Enfin, là, il y a tout un trafic formidable. On peut faire confiance au système D et à l'esprit français. Chaque porte est différente de sa voisine, avec une ingéniosité, un brillant extraordinaire qui fait que entre 1789, date d'achèvement du chantier, et leur destruction quasiment complète malheureusement en 1860, Paris a été la ville qui a été dotée, lorsqu'on arrivait comme voyageur depuis l'extérieur, de la plus belle parure monumentale. 4 portes seulement sur les 43 construites furent finalement sauvées, parmi lesquelles la rotonde du parc Monceau, la barrière du trône, à laquelle on ajouta au XIXe siècle les statues de Saint-Louis et de Philippe Auguste. Et puis la rotonde de la Villette, la plus imposante de toutes. Les barrières des fermiers généraux avaient eu avant la Révolution un grand retentissement dans toute l'Europe. Et elles ne furent sans doute pas étrangères à la construction en 1788 de l'un des emblèmes de la ville de Berlin. La porte de Brandebourg, une porte sur laquelle on disposa un chef-d'œuvre. Signé du sculpteur Johann Gottfried Schadow, le quadrige de Berlin sera bientôt au cœur de l'affrontement entre les deux capitales. Une époque est sur le point de s'achever. À Paris, on peut en lire les prémices à travers une décision du roi. La fermeture de son plus ancien cimetière, qui fait entrer la capitale dans l'ère de la modernité. Le cimetière des Innocents est une sorte de grande friche urbaine avec des fosses qui ont été progressivement rebouchées, ouvertes, rebouchées, ouvertes, rebouchées, une sorte de grand potager dans la ville. Il y a des exhalaisons méphitiques, comme on disait, dans les caves des maisons voisines. Il y a un trafic entre la vie et la mort, parce qu'il y a le grand marché des Halles qui jouxte le cimetière. Il y a la prostitution, il y a les marchands, il y a la nuit et le jour. Il y a vraiment un monde extrêmement fort. Et évidemment, ça ne convient plus au canon de cette nouvelle pensée plus rationnelle, plus hygiéniste du XVIIIe siècle. Or, Louis XVI va prendre là encore une décision assez courageuse, une réforme qui va lui être reprochée, cette fois-ci par le clergé. On déterre les morts, on supprime le cimetière et on ramasse tous les ossements qui étaient dans les charniers. À la lueur des torches, de nuit, pour ne pas créer d'émeutes, on a transporté les ossements de tous les Parisiens depuis le Moyen-Âge dans les catacombes, donc hors Paris. Quel geste incroyable pour le roi très chrétien, qui est le roi de France, de déterrer les morts et d'anéantir un lieu qui était si symbolique de l'histoire de Paris. Le cimetière des Innocents disparaît, mais on prend soin d'en conserver le plus beau des vestiges. La fontaine des Innocents est disposée au centre d'une nouvelle place. Elle restera comme le souvenir d'une époque révolue, dont le mode de pensée ne correspond plus au temps qui s'annonce. Ce n'est pas encore la grande réforme de la ville du XIXe siècle.
Avant la Révolution, on parle d'embellissement. Mais cela veut bien dire que Paris doit être assaini et réorganisé. C'est vrai du cimetière des Innocents, mais aussi du quartier de la prison de la Bastille, où doit être aménagée une nouvelle place royale. Il y a un projet sous Louis XVI, bien de raser la Bastille et de réorganiser complètement cet accès en faisant une place circulaire qui ressemble d'ailleurs à celle que nous on a aujourd'hui, avec toute une série de rues radiales qui vont distribuer une espèce de nœud, quoi. C'est le hub de Louis XVI, un nœud à partir duquel on centralise tous les gens qui vont affluer dans Paris pour rentrer par l'Est, et puis on redistribue ceux qui sortent. Autour de la Bastille se trouvait une multitude d'ateliers, ce qui rendait la circulation très difficile. Une fois la prison démolie et l'ancien quartier réorganisé, une colonne aurait été édifiée au centre de la nouvelle place. Colonne au sommet de laquelle aurait été placée la statue du roi. À cet endroit, aujourd'hui, se trouve la sculpture du génie de la liberté. Le projet initial n'a pas été réalisé, mais une colonne a bien été édifiée pour commémorer la Révolution de 1830. Entre-temps, un véritable tourbillon révolutionnaire avait emporté Paris. Et l'histoire commune des deux capitales avait tourné au drame. Bientôt, Napoléon va occuper Berlin et emporter ses plus belles œuvres d'art. Une reine va se lever contre son empire, devenant le symbole du nouveau nationalisme prussien. Et les deux capitales vont se lancer dans une véritable course à la modernité.